digamos, diretor e ator ao mesmo tempo. Alors au contraire, chez Bourdieu, l'agent est quelqu'un effectivement qui a une position dans l'institution ou dans l'organisation. Para Bourdieu, o agente então é alguém que tem uma posição na organização da instituição, mais cette position également elle-même est en partie, pourrait-on dire, explicable par sa trajectoire sociale et son habitus, et donc les expériences sociales qu'il a vécues. Mas essa posição justamente no partido tem a ver justamente com a sua tradição, as suas origens, os seus hábitos, que vai fazer com que ele ocupe tal posição no partido. Et donc l'une des hypothèses de base de ce que les historiens appellent la prosopographie, de ce que les sociologues appellent la sociographie. Um dos elementos de base, então, daquilo que os historiadores chamam la prosopographie. A prosopografia, et ce que les sociologues appellent la sociographie, chamam a sociografia, c'est de considérer effectivement que ça a de l'importance, sinon on ne ferait pas des tableaux, on ne ferait pas des recherches là-dessus. É considerar que isso tudo tem importância, senão não se fariam quadros de pesquisa desse respeito. Et donc l'une des questions, c'est en quoi et de quelle manière les origines sociales du personnel politique importent. Então uma das questões é saber em que medida as origens sociais do pessoal, dos atores do partido político, têm importância na sua posição. Et de quelle manière se fait, de manière toujours différente, se font justement les transmutations de capital entre les trajectoires individuelles et les investissements en politique. E de que maneira se fazem, então, as transmutações do capital e as trajetórias políticas. Puisque pour un certain nombre de chercheurs, en effet, d'une certaine manière, ce qui va différencier les hommes politiques, c'est le fait qu'ils soient professionnels ou non. Porque justamente o fato, para muitos atores, que vai diferenciar os homens políticos é o fato de serem profissionais ou não. Et à partir d'un certain moment, est-ce important de savoir qu'un tel est médecin, un tel est avocat, un tel est professeur? Il est d'abord professionnel de la politique et il a une durée plus ou moins longue de professionnalité. Então, a partir de um certo momento, é importante sabermos se determinado político é médico, ou professor, ou advogado, ou se ele é político profissional, e isso então vai influenciar a durabilidade de sua carreira política. Donc, pourrait-on dire, l'une des hypothèses fortes, j'ai entendu, d'une sociologie bourdieusienne, dos elementos fortes de uma sociologia bourdieusiana, c'est effectivement l'idée que les individus sont effectivement donc non pas déterminés, mais en quelque sorte une espèce de pente d'habitus qui font qu'ils n'occupent pas la même position de la même manière selon qu'ils sont fils d'ouvriers ou fils d'avocat pour aller très vite. Mas é o fato de termos, em função de suas origens, os indivíduos vão ocupar tal ou qual função dentro do partido. Se eles forem filhos de operários ou filhos de doutores, eles vão ter trajetórias diferentes. Alors de ce point de vue-là, là aussi, il y a un nouveau débat qui est né en France. Há novo debate que nasce na França neste momento. Au sein, effectivement, donc, de la famille des Bourdieusiens. Dentre os elementos da família bourdieusiana. Je pense également que vous avez dû prendre connaissance des travaux de Bernard Lahire. Eu acho que vocês devem ter ouvido falar nos trabalhos de Bernard Lahire. Et donc, notamment, l'un de ses ouvrages de 98 ou 99 qui s'appelait L'homme pluriel. Uma das suas obras de 98 ou 99 que se chama O Homem Plural. Et puis celui qui est sorti il y a un mois en France, excusez-moi, je n'arrive pas à trouver le titre. E outro livro que foi publicado mais ou menos mês na França, agora, muito recentemente, peço desculpas, mas não consigo me lembrar do título. C'est À quoi sert la sociologie? Voilà, c'est ça, merci. Para que serve a sociologia, o título da obra. Et qui est donc c'est un bouquin de 800 pages, hein, donc je ne l'ai pas encore lu, il est paru au mois de mars. Et donc le bouquin de Lahire revient sur la question de la distinction. É livro de 800 páginas, publicado agora em março, ainda não tive tempo de ler, mas ele versa sobre o assunto da distinção. Et donc revisite en quelque sorte les travaux de Bourdieu, puisque vous savez que la distinction, les phénomènes de distinction sont fondés
chez Bourdieu sur des statistiques qui remontaient aux années 60 et donc qui sont effectivement obsolètes. E então vai revisitar Bourdieu. Você sabe que o trabalho de Bourdieu, em grande parte, repousa sobre estatística dos anos 60, então automaticamente já estão totalmente ultrapassados. Et donc Lahire revisite en quelque sorte Bourdieu de deux manières. Lahire vai então revisitar Bourdieu de duas formas diferentes. La première, c'est en réactualisant les statistiques et les indicateurs. A primeira será então reatualizando as estatísticas e os indicadores. Par exemple, les goûts en matière de musique ont changé parce que les musiques ont changé. Le rap n'existait pas, par exemple, il y a 40 ans. Os gostos em termos de música, por exemplo, mudaram porque a música mudou. O rap, por exemplo, não existia há 40 anos. Bon, donc de ce point de vue-là, il y a effectivement des indicateurs nouveaux et des données qui sont nouvelles. Ou seja, uma série de dados e indicadores que são novos. Et puis il y a également donc Lahire continue à développer donc l'idée qui était l'idée présente dans l'homme pluriel. E Lahire continua então desenvolvendo a ideia que já estava presente na obra O Homem Plural. À savoir en revenant sur ce qui est, c'est compliqué à exprimer, ce qui est à la fois dans Bourdieu mais qui n'est pas définitif chez Bourdieu, l'idée que l'habitus serait unique. Il y aura en quelque sorte quelque chose de, comme disait Bourdieu de manière familière, d'indécrottable dans l'habitus. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a été produit donc dans des conditions sociales, d'une certaine manière, nous sommes en quelque sorte pris par ces conditions sociales de formation et nous ne pouvons plus y échapper. E ele retoma algo que é presente, bastante presente, mas não absolutamente determinante na obra de Bourdieu, é que o hábito, como diz o próprio autor, é algo inexpugnável, impossível de se retirar do sujeito, uma vez que o indivíduo é o produto da sua história, da cultura em que ele foi formado. Même si, bien entendu, dans les derniers travaux de Bourdieu, notamment dans les méditations pascaliennes, Bourdieu parle de gens qui ont l'habitus clivé, donc effectivement qui portent la souffrance en eux, etc., etc., et donc des trajectoires particulières qui font que ce sont des individus qui sont en quelque sorte entre deux mondes, entre deux champs, et qui, d'une certaine manière, s'en sortent par des formes de souffrance sociale et de souffrance psychologique. Mesmo assim, no seu trabalho, Bourdieu fala do indivíduo que se encontra em plena clivagem, ou seja, ele opera em dois espaços diferentes. Ele tem uma história e um desempenho social que não é exatamente a sequência dessa história, e isso produz sofrimento tanto do ponto de vista social quanto do ponto de vista político, esse conflito, né, do indivíduo que se encontra neste ponto de clivagem. C'est au contraire l'idée de base de chez Lahire, c'est que nous n'avons pas, pourrait-on dire, un habitus une fois pour toutes. Nous avons effectivement des prédispositions plurielles, et en quelque sorte, nous ne sommes pas forcément le même dans l'ensemble de nos actes de notre vie. Pour moi, effectivement, nous pouvons avoir en quelque sorte des interactions sociales, des relations sociales différentes si nous sommes en France à l'étranger, si nous sommes éventuellement donc devant des étudiants ou chez nous, si nous sommes en famille ou avec des amis. Et donc il n'y aurait pas en quelque sorte une espèce de colonne vertébrale de l'habitus qui expliquerait tous nos actes sociaux. Nous serions par définition des hommes pluriels. Justamente, Lahire parte do princípio, então, de que o indivíduo não possui um único hábito, não é o fruto de um único hábito, mas que ele teria, ao contrário, uma série deles e que desempenharia diferentemente em função dos diferentes contextos em que se encontrasse. Quer dizer, durante a sua própria vida, o indivíduo poderia agir de formas diferentes, representando diferentes hábitos e, por exemplo, dentro do próprio desempenho social, um professor não agiria da mesma forma diante dos seus alunos em sua casa. Por exemplo, o indivíduo em diferentes situações da vida não age exatamente da mesma maneira como se aquele hábito fosse algo determinante e fatalistamente determinante na vida desse indivíduo. C'est vrai que bon, là, il y a tout un débat, est-ce que c'est aussi automatique que ça chez Bourdieu? Bien entendu, vous voyez que là, on est dans des problèmes à la fois des problèmes scientifiques et puis des problèmes d'héritage, bien entendu, d'une œuvre. Et donc, voici maintenant le temps des héritiers. Hein, c'est-à-dire que les gens se disputent aussi sur, en quelque sorte, qui est le continuateur. É claro que existe debate científico também de ver até que ponto isso é realmente determinante dentro da obra de Bourdieu, mas agora
existe também o debate e estão em cena os herdeiros de Bourdieu. Quer dizer, agora, em relação a esse autor, vive-se a fase da herança, ou seja, as diferentes leituras, as diferentes visões da obra do autor em função da leitura de seus seguidores. Je reviendrai sur ce problème-là la semaine prochaine. Eu retornarei a este ponto na semana próxima, na quarta-feira. Notamment parce qu'il y a déjà certains chercheurs français qui ont utilisé, qui utilisent directement la lyre dans des travaux de sociologie politique. Justamente porque há uma série de autores franceses que já estão usando la lyre como base de uma série de trabalhos em ciência política. Je pense notamment au travail de Filleul sur l'analyse processuelle du militantisme. Por exemplo, pensando no trabalho de Filleul sobre a análise processual do militantisme, a análise processual do militantisme. Et donc notamment dans un numéro spécial de la Revue française de sciences politiques, il y a donc toute une étude sur les associations de lutte contre le sida. Existe então na última revista francesa a esse respeito, uma série de lutas contra a AIDS, por exemplo, que estão sendo analisadas. Et donc il s'appuie sur les travaux de la lyre pour montrer la pluralité justement des possibles dans les carrières de militants. Eles se baseiam então nos trabalhos de la lyre para mostrar a pluralidade na carreira dos militantes. Bien, j'arrête là-dessus. Le deuxième point sur lequel je voudrais malgré tout insister, Segundo ponto, qui me paraît quand même également important, que me parece importante, c'est la question des dimensions et des frontières du parti. é a questão das dimensões e fronteiras do partido. C'est un problème, pourrait-on dire, classique. É problema que poderíamos chamar clássico, mais qui bien souvent a été résolu de manière très institutionnelle, mas que foi resolvido de forma muito institucional em várias avec une frontière entre justement d'un côté l'organisation, de l'autre côté le reste, ce qu'on appelle l'environnement partisan. Com uma fronteira entre o próprio partido e, por outro lado, aquilo que se chamou o meio, ou seja, tudo aquilo que era exterior ao partido. Bon, alors, avec bien entendu aussi l'autre problème qui revient très très souvent, qui est un problème sociologique classique de définition. Outro problema que retorna também frequentemente, que é outro problema sociológico de definição, que l'on trouve par exemple aussi en sociologie religieuse. Que se encontra também na sociologia religiosa. Est-ce que les fidèles font partie de l'Église? Será que os fiéis fazem ou não parte da igreja? Est-ce que pour étudier l'Église, il suffit d'étudier donc la hiérarchie ecclésiastique, ou est-ce que les fidèles font partie des interactions de l'Église? Para estudar a igreja, basta estudar a organização e a hierarquia eclesiástica, ou é necessário incluir nesse estudo os fiéis? Bon, alors, je pense, si vous voulez, de ce point de vue-là, il y a eu toute une série de travaux. Si ça vous intéresse, je peux vous donner les noms. Certains sont déjà disponibles en librairie, d'autres ont fait paraître des articles, d'autres sont en ligne, et d'autres vont finir leur thèse. Muitos trabalhos estão sendo feitos ou já foram feitos a esse respeito. Se vocês se interessarem, eu posso dar os títulos. Alguns já foram publicados, outros estão por publicar, outros estão disponíveis online. Se vocês se interessarem, eu posso dar essas coordenadas para vocês mais tarde. Alors ça, c'est le problème qui est effectivement un problème très important, c'est de quelle manière une monographie peut voyager. Isso é problema bastante importante, é ver-se de que forma uma monografia pode viajar. Sauf pour des spécialistes éventuellement, si par exemple tel ou tel d'entre vous veut se spécialiser sur la France, bon, il va lire une monographie. Exceção feita a alguns especialistas ou pessoas que querem se especializar em determinados campos, por exemplo, se alguns de vocês decidirem se especializar na França, por exemplo, sobre a França, ele vai ler toda uma monografia, toda uma bibliografia à esse respeito. Si je vous dis, bon ben voilà, il y a 15 ou 20 bouquins sur la France, sur les partis politiques qui sont comme ça, bon, est-ce que vous allez avoir le temps de les lire? Parce qu'effectivement, vous n'êtes pas spécialiste de la France, et tous les détails, bien entendu, qu'on trouve sur un livre dans le Parti communiste français, l'autre sur le Parti socialiste français, ne vont pas forcément vous intéresser. C'est ça le problème, donc, de la capacité à voyager d'une monographie. Se eu disser para vocês, por exemplo, que existe uma série de 18 ou 20 excelentes livros dos partidos políticos na França, será que vocês vão ter tempo para lê-los todos? Será que vocês vão se interessar em ler esses livros? Quer dizer, aqueles que não foram especialistas na política da França, por exemplo. Ou seja, estamos aqui levantando a questão da possibilidade de viajar de uma monografia. Et
qu'on va trouver la science politique en train de se faire, bien entendu, parce que moi, dans ce livre-là, je suis obligé de faire des condensés, des résumés. Il n'y a pas tout le travail, bien entendu, empirique, de vérification, de présentation des données, et également donc, le travail ethnographique, sociographique, qui peut exister dans une monographie. E é claro que isso é um problema que vai se refletir na ciência política. Eu, por exemplo, quando faço um livro, eu não tenho tempo de ir aos detalhes, de verificar todos os índices, de testar todas as hipóteses, de incluir quadros. Eu sou obrigado a fazer uma condensação desse assunto e apresentá-lo nesse livro sem passar por toda a metodologia científica, primeiro a abordagem empírica, depois o levantamento de hipóteses, etc. Alors simplement, sachez, pour avoir une espèce de panorama du travail en France sur les partis politiques français, parce qu'il y en a certains qui travaillent sur des partis politiques à l'étranger. Saibam simplesmente que, no que tange essas bibliografias sobre os partidos políticos na França, porque, bom, muitos estudam também os partidos políticos no exterior. Nous avons fait des journées d'études il y a 2 ans, justement. Foram realizadas algumas jornadas de estudo há 2 anos atrás. Pour faire le point sur tous ceux qui travaillaient sur les partis politiques. Para fazer um encontro de contas entre todos aqueles que estavam estudando os partidos políticos. C'est intéressant de voir que l'un des partis politiques les plus étudiés, c'est le Parti communiste. E é interessante vermos como o partido mais estudado é o Partido Comunista. Qui, je vous le rappelle, est passé donc de 25% des voix dans les années 40, 50, 20% dans les années 60, 70. Que passou de 25% dos votos nos anos 40, 50 e mais ou menos 20% nos anos 60, 70. Et qui maintenant est à 5% des voix. E que agora recebe apenas 5% dos votos. Et donc, mais c'est véritablement, c'est là où on comprend, là aussi, les variables nationales de l'étude des partis politiques. Ça a été le parti politique, d'une certaine manière, le plus développé et le plus riche d'expérience en France. E é assim que se entende, de toda maneira, a trajetória do partido político. Seja como for, quer dizer, apesar do número de votos que recebe hoje, esse partido foi um dos mais organizados e certamente o mais estudado nos estudos de ciência política na França. Avec celui, dans ce parti d'ailleurs, dans lequel il y avait un recrutement populaire, notamment avec des ouvriers qui n'existaient dans aucun autre parti. Partido em que havia todo um recrutamento popular, especialmente feito pelos operários, que não existia em nenhum outro partido político na França. Alors disons, pour réduire l'espace politique français à quelques pôles, reduzindo então o espaço político francês a alguns polos. Alors vous avez effectivement toujours beaucoup d'études sur donc le Parti communiste. Continua a haver grande número de estudos sobre o Partido Comunista. Vous avez eu également depuis maintenant 15 ans un grand intérêt pour le Front National, cette formation de Jean-Marie Le Pen, donc d'extrême droite. Tem havido já há uns 15 anos grande número de estudos sobre o Front National, ou o fenômeno Jean-Marie Le Pen, ou seja, um partido de extrema-direita. Et puis également sur une petite organisation, mais qui là aussi présente des caractères de nouveauté, ce sont les écologistes, les Verts. E também sobre pequenas organizações que são os partidos verdes do Partido Ecologista. Bon. Le Parti socialiste, celui donc, qui est arrivé au pouvoir en 1980 avec Mitterrand, et donc Jospin, etc., bon, est aussi assez largement étudié. O Partido Socialista, que chegou ao poder em 1980, com François Mitterrand, o Partido de Lionel Jospin, é também um partido que tem sido objeto de grande número de estudos. En revanche, je ne pourrais quasiment pas vous citer de travaux sur les partis de droite en France. Ça n'intéresse pas les étudiants. Je ne sais pas si c'est la même chose au Brésil. On aime bien les extrêmes, on aime bien les choses qui bougent, mais les conservateurs, etc., c'est pas intéressant. Entretanto, eu não poderia citar aqui trabalhos feitos sobre os partidos de direita na França. Ou seja, nós nos interessamos no campo dos estudos pelos extremos, por aquilo que se movimenta, por aquilo que se sobressai, mas os conservadores normalmente não interessam ninguém. Et par exemple, notamment sur, d'une part, le parti gaulliste, donc le parti de Gaulle, Pompidou, et ensuite Chirac, et bon, il n'y a aucun travail universitaire de référence. Il y a quelques articles éventuellement, mais je ne pourrais pas vous citer sur les travails de référence sur les partis gaullistes. No Partido Gaullista, por exemplo, o partido de Gaulle, Georges Pompidou, Jacques Chirac. Oui, mais ça, Charlot, ça remonte à 1965, Charlot. 70, 69, c'est tout.
Eu não poderia citar nenhum estudo universitário, porque não existe nenhum estudo universitário sobre esse partido golpista. Alors justement, il y a un étudiant avec Jacques Lagroix qui est en train de terminer une thèse sur un autre parti, bon, je ne rentre pas dans les détails, de la droite française. Bom, há estudante que está atualmente terminando uma tese com o professor Jacques Lagroix sobre outro partido un parti de droite, l'Union pour la démocratie française. Partido de direita na França, a União pela Democracia na França. Alors justement, qui à la fois donne des éléments empiriques sur ce parti, o que dá uma série de elementos empíricos sobre esse partido. Donc, qui se pose le problème directement de la dimension du parti, de la manière dont justement c'est une organisation toute petite, mais qui a des réseaux, donc dans un ensemble de milieux sociaux, notamment les milieux catholiques. Ele levanta a questão da dimensão desse partido, que é um partido pequeno, mas que tem ramificações em vários segmentos da sociedade, especialmente em meios religiosos, católicos, tudo mais. Ele tem um grande número de representação. Bon, notamment, il s'appuie aussi à la fois donc, sur un ensemble de travaux que nous avons faits, et puis également sur le travail dont on parlait ce matin de Frédéric Savicki sur les réseaux du Parti Socialiste. E ele se baseia numa série de estudos que fizemos, especialmente num citado hoje pela manhã, de Frédéric Savicki, les réseaux du Parti Socialiste. As redes do Partido Socialiste. Alors voilà, si vous voulez, un livre qui est, est-ce que je peux vous le conseiller ou pas, parce qu'effectivement, il y a plein de choses qui ne vous intéressent pas sur des départements français, des configurations françaises, mais l'idée générale, si vous voulez, c'est que le Parti Socialiste existe bien, effectivement, on voit ce que c'est de manière générale, comme une communauté imaginée. Será que é um livro que eu posso recomendar aqui? Não sei, é um livro que traz muitas especificidades sobre o sistema francês, sobre a cidade, sobre os departamentos e tudo mais, mas, em linhas gerais, é um livro que fala sobre o Partido Socialista como uma grande organização imaginada. Bon, et d'autre part également, il montre très bien de quelle manière le Parti Socialiste est incarné et mis en œuvre, mis en scène de manière différente au nord, à l'ouest et au sud. E esse trabalho mostra bem de que forma o Partido Socialista entra na cena política francesa nas diferentes regiões, no norte, no centro, no oeste, por exemplo. Pour aller vite, effectivement, pour revenir sur l'utilisation de ce terme, il emploie de manière très très claire donc, le terme de réseau. Voltando então a este termo que ele usa de forma muito clara, a palavra rede, en montrant justement que le Parti Socialiste, c'est à la fois la même chose et pas la même chose dans le Nord. Mostrando que um partido é, ao mesmo tempo, a mesma coisa e que ele não é a mesma coisa, sendo algo específico do norte do país. Au nord, donc, il est essentiellement lié au réseau laïque. No norte, ele está muito mais ligado às redes laicas. Au contraire, à l'ouest, il est assez largement lié au syndicalisme et plus particulièrement au syndicalisme chrétien. No oeste, ele está muito mais ligado ao sindicalismo, especialmente ao sindicalismo cristão. Alors qu'au sud, justement, le Parti Socialiste est incarné donc, dans véritablement des réseaux clientélistes, où le parti quasiment n'existe pas en tant qu'organisation en dehors de ses élus. Enquanto que no sul ele está muito mais ligado a redes clientelistas, ou seja, o partido não existe fora dessas relações, ele tem muito pequenas relações, muito pequenas representações no sul do país. Donc vous voyez que c'est là l'un des débats que nous avons, c'est effectivement jusqu'où il faut aller pour rendre compte d'un parti politique. Ne pas se contenter simplement de l'organisation, voir également que les élus, ce n'est pas simplement justement la transposition de l'organisation, et voir également que le milieu partisan, pour parler comme Lagroix, ou que le système d'action est également très très important pour comprendre là ou les configurations générales du parti politique en cause. Ou seja, o debate é ver até que ponto se deve ir na definição e na discussão do que seja um partido político. Ele vai mudar e poderá ser amplamente estudado em função do seu contexto, em função dos seus indivíduos, em função do meio em que se propaga nas diferentes regiões do país, etc. Donc si vous voulez lire sur la France, je pense que à la fois le travail de Savicki, même s'il a beaucoup de détails, peut vous intéresser. Se vocês quiserem ler sobre a França, eu acho que tem esse trabalho de Savicki, que apesar do grande número de detalhes,
essencialmente francesas, poderá interessar-nos. Et également le travail de Bernard Kidal, notamment autour du communisme. Désormais, il continue. Il a écrit, il y a maintenant presque 15 ans, c'était sa thèse, un ouvrage sur la constitution du groupe communiste dans les années 1930. E também o trabalho de Bernard Kidal sobre o comunismo na França. A tese dele, feita há uns 15 anos, justamente, foi feita a respeito justamente disso, das redes comunistas da França. Et désormais, il travaille avec un historien qui s'appelle Claude Pelletier. E agora ele está trabalhando com um historiador que se chama Claude Pelletier. Et donc il travaille notamment à partir des archives de Moscou. Trabalhando baseado nos arquivos do Partido Comunista de Moscou. Parce que je pense également que c'était comme cela dans tous les pays. Chaque responsable politique devait remplir une biographie. Pois penso que é assim em todos os países, cada responsável político devia deixar escrito uma espécie de biografia. Qui était une espèce de questionnaire sociologique magnifique, pourrait-on dire, mais également policier. Que era uma espécie de questionário magnífico, histórico, mas também policial. Alors, si ça vous intéresse, vous recevez la revue Genèse ici? Vocês recebem a revista Gênesis aqui, Genèse. Et donc vous avez, je crois, dans un numéro 27 ou 28, la reproduction donc, du questionnaire de l'Internationale communiste. E vocês têm no número 27 ou 28 dessa revista uma reprodução do questionário da Internacional Comunista. Dans laquelle il y a toute une série de questions qu'un sociologue n'oserait jamais poser. No qual encontra-se uma série de questões, uma série de perguntas que um sociólogo jamais ousaria formular. Par exemple, est-ce que quelqu'un de votre famille a des relations avec l'appareil de répression de la bourgeoisie? Por exemplo, se alguém na sua família tem alguma relação com o aparelho de repressão da burguesia, etc., 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 et avec des questions ouvertes qui sont tout à fait intéressantes. Com perguntas abertas que são muito interessantes. Et donc, notamment, des questions qui montrent le rapport de l'individu à l'institution et le degré auquel il arrive à être conforme à l'institution. E o trabalho que mostra, então, a conformidade do indivíduo à instituição. Et par exemple, vous avez notamment, est-ce que vous avez lu les ouvrages de Marx, Engels et Lénine? Eu pergunto se vocês leram todas as obras de Marx, Engels, Lénine. Et donc là, je n'ai pas le temps d'entrer les détails, mais ils font ensuite une typologie et ils montrent de quelle manière il y a 4 ou 5 manières de répondre à cette question en fonction de sa trajectoire et en fonction du capital politique que l'on détient. Eles vão mostrar que há 4 ou 5 maneiras de se responder então a essas perguntas em função do seu capital político, em função de sua trajetória, em função do passado que nós detemos. Bien. Je vais donc, comme promis, maintenant arriver à la conclusion, c'est-à-dire vous donner un certain nombre de chantiers, de points de recherche sur lesquels on continue, bien entendu, à travailler. Eu vou então agora, como conclusão, chegar ao que havia prometido antes, quer dizer, mostrar para vocês aqueles trabalhos que ainda estão em desenvolvimento, que haviam sido chamados, entre aspas, canteiros de obra do campo da pesquisa. Le premier point, malheureusement, l'étudiant qui avait commencé à travailler là-dessus n'a pas envie de faire de thèse, mais il a fait un très bon mémoire de mestrado. Infelizmente, o primeiro trabalho, o aluno não quer fazer uma tese a respeito do assunto que ele levantou, mas fez uma excelente monografia de mestrado. Parce que, aussi bizarre que ça puisse paraître, on n'a pas vraiment d'ouvrage de référence sur le nom des partis politiques. Pois, por mais paradoxal que isso possa parecer, nós não temos nenhuma obra importante sobre os nomes dos partidos políticos. À la fois l'utilisation du terme de parti, qui est très différente selon les pays. Muito, a começar pela utilização do termo partido, que varia imensamente de país para país. Parce qu'effectivement, bien longtemps en France, la droite refusait de s'appeler parti politique. Elle s'appelait Union, par exemple. Elle s'appelle d'ailleurs toujours Union. Union pour la majorité présidentielle. Union dans le populaire. A direita na França, por exemplo, recusava a palavra partido. Recusou durante muitos e muitos anos a palavra partido. Ela usava sempre a palavra união. A união para a eleição presidencial, a união para a representação tal ou qual, eles rejeitavam a palavra partido, usavam sempre a palavra união. Et également pour les symboles qui sont mis derrière, et donc les identités qui sont formulées. E isso também em relação às identidades que se formulam atrás desta palavra, partido. Alors ça rejoint un deuxième problème sur lequel j'ai commencé à travailler quand j'ai fait un article avec Pierre Fabre
Et donc j'ai une deuxième partie du questionnaire désormais à dépouiller. E isso chega então a um segundo ponto, que é um trabalho que eu fiz com o Pierre Fabre, que é uma parte deste questionário que nós tivemos de trabalhar. C'est, pourrait-on dire, les partis politiques vus d'en bas. Que seriam os partidos políticos vistos de baixo. C'est-à-dire, en règle générale, lorsque vous faites un cours, moi je fais des cours, vous faites des cours sur des partis politiques, vous allez en quelque sorte donner, bon je ne sais pas combien on peut trouver de partis politiques au Brésil, hein, mais donner en quelque sorte l'espace politique de manière objective et en surplomb. Normalmente, nós damos uma aula, quando eu dou uma aula, quando qualquer colega trabalha esse tema com seus alunos, os partidos políticos são vistos, em primeiro lugar, sob a forma do panorama político de um país, e posteriormente há uma visão de cima sobre os diferentes países. Et donc, par exemple, pour la France, vous pouvez avoir les 6 partis politiques principaux, donc vous en trouvez 9, 13, 15, bon, là aussi tout dépend de la définition que vous donnez du parti, et puis du degré de précision que vous voulez donner à votre auditoire. Na França, vocês poderão ter, então, 6 grandes partidos no estudo desses, ou 9, ou 13, ou 15, e tudo isso em função da definição da palavra partido que esteja sendo utilizada na abordagem feita. Non, ce qui est relativement peu connu, parce qu'il y a très très peu de sondages, je ne sais pas s'il y en a au Brésil, en tous les cas, ni en France, ni aux États-Unis. Bon, le problème est différent aux États-Unis, parce que c'est un système politique simple avec 2 partis, mais le système politique français est compliqué parce qu'il est multipartisan et les partis ont changé beaucoup de cycles depuis 20 ans, 30 ans, etc. Há um problema difícil de tratar nesse campo, especialmente no caso da França. No Brasil parece ser a mesma coisa. Nos Estados Unidos não, mas nos Estados Unidos existem apenas 2 partidos, ou pode ter 2 grandes partidos, então é um sistema mais simples. Mas na França isso é bastante complicado, porque há um número grande de partidos que mudaram muitas vezes de sigla. Et donc c'est le degré auquel les agents sociaux ordinaires, ne parlons pas d'acteurs, mais d'agents sociaux ordinaires, retiennent, mémorisent et imaginent les différents partis politiques. E esse problema, então, é o grau de memorização dos diferentes agentes sociais, não usemos aqui a palavra atores, mas agentes, aquilo que eles memorizam desses diferentes partidos políticos. Et donc c'est le degré auquel le parti est devenu quasiment une espèce de personne, une chose qui se résume à son cible, par exemple. E isso significa que, dentro dessa abordagem, esse partido se tornou praticamente sinônimo de sua sigla. Ele foi reduzido praticamente à sigla. Où le sigle est devenu quasiment une personne, où c'est devenu un acronyme, je ne sais pas si le terme acronyme existe, hein. Et donc c'est le phénomène, pourrait-on dire, si on fait un néologisme en français et en portugais, le degré d'acronymisation du parti. Isso seria o nível de acronimização do partido, usando um neologismo que seria um neologismo tanto em francês quanto em português. Et donc il se sépare donc de la personne même, de ses dirigeants et de ses fondateurs. Ele se separa da pessoa, de seus dirigentes e de seu fundador. Donc vous voyez que là on retrouve un problème plus général que j'aborderai donc mercredi prochain, c'est le problème de la compétence politique. E aqui nós encontramos um problema que vai ser tratado por nós na quarta-feira próxima, que é a questão da competência política. Et donc pourrait-on dire de l'équipement politique des individus. Qu'est-ce que, lorsque on s'aperçoit, aussi j'y reviendrai, que la plupart des individus dans les démocraties occidentales ont peu de connaissances politiques, que é a questão do equipamento, digamos, da instrumentalização do indivíduo político. Ou seja, normalmente se nota nas democracias que o indivíduo tem poucas informações políticas. Et donc dans l'équipement de base, je crois que la possibilité de se référer à des hommes, de se référer à un parti politique, c'est effectivement extrêmement important. E digamos que no equipamento básico desse indivíduo, o fato de poder referir-se a determinadas pessoas ou a determinados partidos políticos é algo extremamente importante. Et donc ce qui veut dire, là aussi, lorsqu'on parle généralement dans les travaux de sciences politiques de système partisan, on en parle de manière très générale et d'en haut. E é por isso que normalmente nos trabalhos de ciência política, quando falamos do sistema partidário, falamos de forma muito geral e sempre com uma ótica de cima. Il s'agit là donc de revenir à un système partisan vécu concrètement justement
retenus par les individus, concrètement, justement, vécus par les individus. E aqui trata-se de retornarmos a um sistema partidário realmente vivido pelo indivíduo. Deuxième point également dans les chantiers, dans les angles morts. Outro ponto ainda então, importante desses trabalhos ainda em desenvolvimento. C'est justement, on en a parlé déjà plusieurs fois, c'est les programmes des partis politiques. São os programas dos partidos, algo que já se falou muitas vezes. Alors il y a toute une tradition effectivement d'études des textes qui n'est pas inintéressante. Existe toda uma tradição de estudos de texto que certamente tem o seu interesse. Alors je ne sais pas ce que je ferai de ces textes-là quand je vais arriver en France. Eu não sei o que eu vou fazer com esses textos aqui quando eu chegar na França. Effectivement, je ne pourrais pas faire un cours de 15 heures ou de 20 heures sur les partis brésiliens. É claro que eu não poderei dar uma aula de 15 ou 20 horas sobre os partidos brasileiros. Mais simplement, c'est la réflexion sur d'une part, qu'est-ce que c'est qu'un programme? Mas simplesmente a reflexão de base sobre o que é um programa. En haut et en bas, c'est quoi le programme en bas? On a l'impression là aussi que les gens ont voté pour le programme tel qu'il va apparaître là. Alors qu'on sait très très bien que les gens ne votent pas pour un programme, mais votent sur un certain nombre d'impressions, sur un certain nombre de lieux communs, etc., voire éventuellement sur des formes de fidélité au parti politique. E isso na cúpula e na base. Você sabe que na base o indivíduo não vota exatamente no programa. Quer dizer, ele vota na imagem que ele tem do partido, tem toda a questão da fidelidade ao partido, que é muito importante. Et le deuxième problème, c'est également la question de l'activité programmatique dans le parti. E o outro problema é a questão da atividade programática no interior do partido. Qu'est-ce qui s'empare des programmes? Qu'est-ce qui fait des programmes? Qu'est-ce qui a vocation à faire des programmes? Quand est-ce qu'éventuellement on pose la question des programmes? Quem assume essa questão dos programas? Quem é que faz? Quem tem a vocação de construir esses programas? Parce que vous savez très très bien également que les programmes sont faits pour être appliqués, mais pas trop. Você sabe muito bem que os programas dos partidos são feitos para serem aplicados, mas não Et muito. donc si on essaye de comprendre la vie politique à travers les programmes, comme si on essaye de comprendre la vie politique à travers les constitutions, on ne comprend pas grand-chose. Então, se tentarmos entender a vida política através dos programas dos partidos, assim como se tentarmos fazê-lo através das constituições, não poderemos entender grande coisa sobre esses Bon, povos. alors, qu'est-ce qui fait que des gens passent des nuits entières, des journées entières à écrire et à discuter des programmes? Então, por que será que essas pessoas passam dias inteiros e noites inteiras a discutir e a escrever esses programas? Effectivement, c'est aussi le carburant donc, de la vie politique, à la fois dans les partis politiques et dans l'espace politique général. Isso é também um alimento da vida política, tanto no espaço político como na vida política em geral. Et de ce point de vue-là, je n'ai pas de référence non plus à vous donner. Bon, on a éventuellement des échelles, l'échelle de Janda, l'échelle de Laveur, pour essayer de situer les partis sur un espace droite-gauche, mais sur l'activité très concrète qui consiste à faire des programmes, à discuter des programmes, à se disputer autour de programmes, il n'y a véritablement rien dans la littérature, sauf si vous en connaissez, dites-le moi, je suis preneur. Eu não saberia explicar isso para vocês, dizer exatamente, trazer precisões sobre essa confecção dos programas, sobre tudo isso que acaba de ser explicado. Quer dizer, claro que há teorias que nos permitem colocar um partido na direita, na esquerda, etc., mas nesse campo específico da confecção dos partidos, eu não conheço bibliografia nenhuma que verse a esse respeito. Se vocês conhecerem alguma, inclusive, eu tenho todo o interesse que vocês me apresentem. Alors, troisième point, c'est sur la question du comparatisme. O terceiro ponto é a questão do comparatismo. Alors, moins, si vous voulez, la question du comparatisme traditionnel, c'est-à-dire on va comparer éventuellement donc, des partis par rapport à d'autres partis. Menos o comparativismo tradicional, ou seja, comparar os partidos com outros partidos. Et éventuellement essayer de faire des typologies, Tentarmos estabelecer tipologias, soit du point de vue de l'organisation, soit du point de vue des familles politiques. não seja do ponto de vista das organizações ou do ponto de vista das famílias políticas. C'est plus, si vous voulez, au niveau historique, du point de vue des transferts culturels. Mas, a princípio, do ponto de vista histórico, ou seja, das transferências culturais. Alors notamment, bon, c'est quelque chose qui a été assez utilisé, c'est le thème de la greffe. Hein. Trata-se de algo que foi bastante utilizado como imagem, é o enxerto. Et notamment, ça a été très utilisé pour l'histoire des partis communistes, de quelle manière les partis bolcheviques
ont pu éventuellement être greffés dans un autre milieu que le milieu russe, par exemple. De que maneira, por exemplo, dentro do estudo dos partidos comunistas, os partidos bolchevistas, por exemplo, puderam ser colocados no interior de outros partidos comunistas fora do contexto russo. C'est récemment intéressant de faire ça, notamment dans le cadre des migrations, par exemple. Je pense par exemple pour la fondation des partis en Amérique du Sud, à la fois des voyageurs, ou éventuellement des immigrants, des anciens de la révolution de 48 qui arrivent au Chili, ou des anciens communards, etc. Donc de voir de quelle manière ces modèles de partis peuvent être soit éventuellement réinventés, soit éventuellement donc il y a une espèce donc de transfert culturel qui se fait par le biais militant. Isso é especialmente interessante quando se estuda o caso, por exemplo, das migrações. De que maneira, por exemplo, pessoas saindo da Revolução de 1948 no Chile, chegando depois da Revolução de 1948 ao Chile, contribuíram, se inseriram dentro daquele contexto político. De que forma essas migrações são fontes de transferência desse saber, desse desempenho político. Alors moi j'essaye de réfléchir à l'heure actuelle sur le cas de la France au XIXe siècle. No caso da França, no século XIX, qui est à la fois, pourrait-on dire, un modèle, que é, ao mesmo tempo, nós poderíamos dizer, modelo, puisqu'il y a notamment toute l'expérience révolutionnaire autour du jacobinisme, já que existe toda aquela experiência revolucionária em torno do jacobinismo, mais qui va devenir aussi un repoussoir, puisqu'au contraire, la révolution, la terreur, les clubs apparaissent comme justement des factions et non pas comme des partis politiques modernes. E que vão ser também uma fonte de rejeição, porque Ce sont les jacobins et donc et donc effectivement, la France est à la fois donc un exemple, mais également un repoussoir. Dans la mesure où a França é ao mesmo tempo, então, um exemplo, mas também mostra o lado negativo disso, porque quando se pensa na Revolução, quando se pensa no terror e tudo mais, essas coisas não são atribuídas, assimiladas à noção de partido político, mas sim à noção de facções. Et donc vous avez dans les textes français sur lesquels je suis en train de travailler, éventuellement donc, la référence à la Grande-Bretagne. Vocês têm então nos textos franceses que estou trabalhando atualmente, por exemplo, a referência à Grã-Bretanha. Puisque les premières organisations, enfin, les premiers gros groupements justement de Grande-Bretagne datent des années 1830, notamment le Parti conservateur. Já que os primeiros agrupamentos na Grã-Bretanha datam de 1930, especialmente com o Partido 1830, especialmente como Partido Conservador. Voire éventuellement donc les partis américains, mais qui deviennent très vite aussi un repoussoir. Os partidos americanos também rapidamente vão se tornar, digamos, uma fonte de rejeição a essa questão. Notamment parce que le terme américanisé est un terme très péjoratif en français. Especialmente pelo fato de a palavra americanizado ser uma palavra extremamente pejorativa em francês. L'un des premiers à l'ayant utilisé étant le poète Charles Baudelaire. O primeiro a utilizá-lo foi o poeta Charles Baudelaire. Dès 1855, qui parle justement de l'américanisation de la vie quotidienne. Que já em 1855 falava da americanização da vida cotidiana. Et donc les partis politiques américains, donc, qui sont décrits dans la presse française ou dans les revues françaises, apparaissent justement une espèce de véritable déviation de la démocratie justement devenant une démocratie à la fois économique et extrêmement populaire, voire vulgaire, aux yeux notamment des notables français qui regardent la vie politique américaine. Os partidos políticos americanos vão aparecer então nas revistas francesas, dentro do meio intelectual francês, como um caminho da vulgarização da vida démocratique aos olhos dos franceses. Alors, pour la troisième justement possibilité de confrontation, c'est avec l'Allemagne, mais l'Allemagne d'après 1880. A terceira possibilidade de comparação é com a Alemanha pós-1880.
puisque là vous avez la formation du Parti social-démocrate qui va être pendant très longtemps, avant les partis communistes, le Parti social-démocrate allemand comme Então vai le modèle surgir de o l'organisation. Partido Social Democrata, que junto com o Partido Comunista posteriormente vai ser o modelo de constituição partidária. Et effectivement, le Michels, qui écrit en 1911, écrit sur quoi? Il écrit sur la social-démocratie allemande, qui compte à ce moment-là 1 million d'adhérents, et c'est vraiment le parti modèle. Michels, em 1911, vai escrever sobre a social-democracia alemã, que já naquele momento conta com mais de 1 bilhão de filiados. Quatrième et avant-dernier point, c'est la question justement du rapport entre les partis politiques et les médias, pour aller vite. Quarto e penúltimo ponto, a relação entre os partidos políticos e a mídia. Alors c'est quelque chose sur lequel je suis en train de travailler, c'est le thème de mon séminaire de cette année à Paris. É algo em que estou trabalhando atualmente, é o tema de meu seminário em Paris neste momento. En effet, il y a eu toute une série de travaux qui ont été faits sur le thème médias et mouvements sociaux. Houve toda uma série de trabalhos efetuados sobre a relação trabalhos sociais e mídia, Sur ce, que, movimentos sociais e mídia, oui, desculpa, sur ce que les mouvements sociaux faisaient à la presse et ce que la presse faisait aux mouvements sociaux. sobre aquilo que os movimentos sociais aportavam à imprensa e vice-versa. Je pense notamment déjà aux travaux pionniers de Gitlin dans les années 1980 sur les mouvements étudiants. Donc, Penso já no trabalho pioneiro de Gitlin, por exemplo, nos anos 1980 sobre o movimento estudante. mouvement étudiant donc aux États-Unis, et puis en France les travaux d'Éric Neveu sur ce problème. E na França os trabalhos de Éric Lefebvre sobre esse problema, sobre essa questão. Et d'une certaine manière, on s'aperçoit qu'il n'y a pas grand-chose sur les partis politiques. E nota-se que não há grande coisa escrita sobre os partidos políticos. Donc certes, effectivement, vous avez des choses sur la transformation de la profession politique, avec l'apparition des sondages, avec l'apparition de la télévision, et avec toute une série de spéculations sur, pourrait-on dire, les conséquences d'Internet. É claro que se fala na transformação da profissão política através das sondagens, através dos jornais, através da mídia e posteriormente chegando até a internet. Mais d'une certaine manière, sur le degré auquel les partis politiques, à travers notamment leurs dirigeants, arrivent encore à maintenir leur communication et également à cadrer leur communication. Mas sobre a forma como os partidos políticos, através de seus dirigentes, conseguem ainda deter e enquadrar a sua comunicação. Vous avez là effectivement, je pense, tout un champ de recherche, notamment tous les changements qui sont advenus depuis l'hypermédiatisation du politique dans les démocraties. Tem toda uma fonte de campo de trabalho nesse assunto, especialmente depois da supervalorização dos partidos políticos nas democracias. Alors, dernier point, c'est quelque chose là aussi dont je reparlerai mercredi prochain, notamment à partir de l'analyse processuelle du militantisme. O último ponto é algo de que falarei também na quarta-feira, através da análise, depois fazemos a análise processual do militantisme. Je crois que pour comprendre un parti politique et pour comprendre n'importe quelle organisation, para compreendermos qualquer partido político ou qualquer organização, il est nécessaire à la fois de savoir ceux qui sont dedans et ceux qui ne sont plus dedans. É preciso entendermos quem está dentro e quem está fora. Alors, je ne sais pas si l'expression est la même en portugais, mais en français on parle également de la mort politique. Em francês fala-se da morte política. Pour quelqu'un donc qui existe toujours physiquement, mais qui est mort politiquement. Alguém que continua vivo do ponto de vista biológico, mas morto do ponto de vista político. Et donc j'ai à l'heure actuelle justement un étudiant en thèse qui travaille sur les phénomènes de sortie du champ politique. Existe todo estudo a respeito da saída do campo político. Et donc d'une certaine manière, effectivement, on comprend aussi bien le champ politique et le champ des partis politiques en voyant de quelle manière donc ceux qui sont présents y agissent. Compreende-se então o campo político, o campo do partido político, analisando-se aqueles que ainda estão presentes nesses campos e que estão agindo, mais également à partir de ceux qui en sont sortis pour toute une série de raisons, qui n'est pas simplement la mort, bien entendu, physique, mais qui peut être la démission, le retrait, la défaite, toute une série donc d'événements dans une vie politique qui permettent là aussi d'éclairer quelles sont les dispositions qui sont nécessaires pour pouvoir mas agir. analisando essas retiradas
que não se devem somente à morte, mas também a demissões, desinteresses, perdas de eleições, etc. En attendant que vous arriviez à la mort physique avec la chaleur qui règne dans la salle, je vais donc arrêter là mon propos en vous proposant, si vous en avez encore le courage, de discuter sur ces différents aspects d'une sociologie à la fois déjà existante mais également en construction donc, des partis politiques. Vamos então, para evitar a morte física de todos devido ao calor, parar por aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta. Está aberta a palavra para quem quiser perguntar alguma questão do Dr. Michel Perlet. É melhor descrever. Está escrita. Está escrita? O senhor falou. Está entendendo minha vez? Deixa eu fazer perguntas que melhor Claro, pode. você vai entender na minha cabeça. Bom, nesse da palestra o senhor estava falando. Então, no começo da palestra você estava falando sobre a diminuição da importância dos partidos políticos. Aí o senhor colocou que isso se daria em função do monopólio dos bens políticos. Aí a minha questão é, seria realmente um problema do monopólio por parte dos partidos políticos, dos bens políticos, ou seria uma questão da problemática da representação que se coloca em relação aos partidos políticos? Uma vez que você tem outros atores entrando em cena, como o senhor mesmo citou as ONGs. No Brasil também tem uma literatura que trata, a partir da Constituição de 88, de uma série de espaços públicos novos em que atuam sindicatos, ONGs e outros movimentos sociais. Como é que ficaria essa questão para os partidos políticos? Obrigado. Mais alguma questão? Je crois qu'effectivement, la prochaine fois, j'ouvrirai la séance par les questions, parce que si après tout le monde est trop fatigué, donc vous avez envie d'aller prendre une chope, et non pas éventuellement continuer à travailler dans une salle épouvantablement chaude, donc peut-être on pourrait commencer lundi prochain par une séance de questions. Vous aurez tout le week-end de Pâques pour préparer les questions par écrit. Voilà. Bon, je voudrais revenir effectivement donc sur la question de la dimension des partis politiques. Et donc sur le débat qui a lieu à l'heure actuelle, est-ce que les partis politiques sont en train, en quelque sorte, de régresser à la fois donc, dans la possibilité qu'ils ont d'occuper le terrain gouvernemental, d'occuper également le terrain de la bataille programmatique et également du point de vue du militantisme donc, dans la société tout entière. Esse é o debate, então, sobre a regressão, sobre a possível regressão dos partidos políticos no que tange à chegada ao poder, ao militantismo, à sua representação, etc. Bon, alors, de fait, l'un des indicateurs les plus couramment mis en avant, c'est la baisse du nombre d'adhérents aux partis politiques. Dos maiores indicadores usados é justamente a baixa do número de filiados. Bon. Alors, le problème étant, bien entendu, je ne vais pas revenir là-dessus, sur ce qu'on appelle adhérent, qui est extrêmement différent selon les partis politiques. Não vamos tratar aqui da questão da definição de filiado, porque isso muda muito de partido para partido. Puisque, d'un côté, vous avez des systèmes très structurés, très organisés, dans lesquels
le nombre d'adhérents est vérifié par l'État. Porque, por um lado, vocês têm alguns sistemas em que o número de filiados é controlado pelo Estado, Et par exemple, muito bem, digamos, acompanhado pelo Estado. le système le plus intégré de ce point de vue-là, c'est le système suédois et finlandais. Vous avez donc une charte pour les partis politiques. No sistema finlandês e sueco, vocês têm uma carta para os partidos políticos que mostra, digamos, o mapeamento dos filiados. Ces partis politiques ont tous les mêmes statuts en Finlande. E nesses países, os partidos políticos têm todos o mesmo status. Pour pouvoir se présenter aux élections et recevoir un financement public. Para poder se apresentar às eleições, concorrer às eleições e receber o financiamento público. Et puis à l'autre bout, bien entendu, vous avez des partis dans lesquels vous ne savez pas très bien où commence et où finit l'adhésion. E por outro lado, há em outros lugares partidos onde a gente não consegue nem entender onde começa e onde termina a filiação. L'anecdote qui court en France, c'est que Jacques Chirac est devenu membre du parti gaulliste quand il a été élu secrétaire général. A piada que existe na França a esse respeito é que Jacques Chirac passou a figurar como membro do Partido Gaullista quando ele foi eleito secretário-geral. Donc vous voyez qu'il y a bien entendu. Bon, mais sinon, si on laisse de côté ce problème méthodologique de comptage, on s'aperçoit que dans tous les pays, vous avez donc une baisse de l'adhésion. Deixando-se então essa questão específica da contagem, observa-se que em todos os países há decréscimo do número de filiados. Y compris donc dans les démocraties, je reviens encore aux démocraties de l'Europe du Nord, parce que c'était dans ces démocraties où il y avait le plus fort taux d'adhésion dans le monde. Inclusive no caso dos países da Europa do Norte, que era onde havia a maior taxa de filiação aos partidos. En Suède, vous deviez avoir à un moment quelque chose comme 15% de la population qui était affiliée à un parti politique. Na Suécia, esse número chegava a 15% da população geral do país. Et maintenant, on doit être aux alentours de peut-être de 10%, quelque chose comme ça. E atualmente, esse número deve se encontrar ao redor de 10%. Donc il y a effectivement ce premier problème. Bon, le deuxième problème, c'est effectivement que dans la plupart des pays, il n'y a pas besoin de militants. Il n'y a plus besoin de militants. O segundo problema é que na maioria dos países já não é mais necessária a figura do militante. Je n'ai pas le temps là aussi de développer avec vous la question de ce qui a été appelé par Katzenberg la cartélisation des partis. Eu aqui não vou ter tempo de entrar em detalhes no que foi chamado cartelização de partidos. C'est donc une métaphore économique aussi. É novamente uma metáfora econômica. Qui consiste à dire que désormais, bon, notamment, c'est essentiellement là pour l'Europe. Essencialmente no que tange a Europa, mas la plupart des partis importants, d'une part, sont déjà passés par le pouvoir. A grosso modo, a maioria dos países, dos partidos importantes, já estiveram no poder. Sauf éventuellement des petits partis d'extrême gauche et puis également donc des populistes à droite. Com a exceção de alguns países, de alguns partidos de extrema esquerda e de alguns partidos populistas de extrema direita. Et que dans la plupart de ces pays, il y a un système très fort de financement public. E na maioria desses países existe sistema forte de financiamento público. Et donc ça veut dire que d'une certaine manière, il n'y a plus besoin de faire des adhérents puisqu'on peut en quelque sorte vivre avec le financement public. E isso significa que não há mais a necessidade dos filiados, uma vez que é possível que o partido sobreviva com o financiamento público. Exemple, en France, le Parti Socialiste, j'ai là le chiffre, est financé à 85% par l'État. O Partido Socialista na França é financiado na ordem de 85%. Et à 5% seulement par les cotisations. E somente em 5% pelas cotizações. Alors, évidemment, ce mouvement de désadhésion a des limites parce qu'également, les militants, malgré tout, ça sert aussi à quelque chose. É claro que isso também, que esse movimento de desfiliação também tem os seus limites, porque é óbvio que a figura do militante tem também aspectos importantes. Et donc il y a eu au contraire depuis quelques années un mouvement dans un ensemble d'organisations politiques d'Europe en disant il faut qu'on continue à avoir des militants parce qu'on sera de plus en plus coupé par rapport à la population et que la télévision ou le marketing politique ne fait pas tout, mais qu'il y a aussi justement l'utilisation de réseaux sociaux et du bouche à oreille est très important dans le politique.
Houve, então, uma tendência dos anos para cá na Europa de reatualizar a importância do militante, esses partidos dizendo que somente a televisão, o marketing e tudo mais não eram suficientes para criar um elo entre o partido e a população. Esse elo real tinha ainda de ser preenchido pelo militante. La troisième chose, c'est justement, je pense également sur la réduction de l'espace partisan, c'est justement la question de savoir qu'est-ce que les partis politiques en tant que groupement agissant, en quoi ils contribuent au débat public et à la mise sur agenda d'un certain nombre de problèmes. O terceiro ponto importante assim, dessa reflexão é vermos em que medida os partidos políticos contribuem para a discussão de pontos importantes e a colocação em pauta nas discussões, digamos, de caráter mais prático desses pontos importantes para a sociedade. Donc se pose directement le problème que je soulevais tout à l'heure, à savoir le problème justement des programmes politiques. Aí retornamos novamente àquilo que eu havia falado anteriormente, que é o programa político. Est-ce que les programmes politiques c'est important? Será que os programas são importantes? Est-ce qu'il y a une activité programmatique justement chez un certain nombre de gens? Existe uma atividade programática para um certo número de pessoas? Et de quelle manière aussi la presse est intéressée par ce genre de choses? E em que medida a imprensa está interessada nesses assuntos? Parce qu'en règle générale, pour aller très vite aussi, les journalistes dénoncent chez les hommes politiques le manque d'idées, en disant la politique désormais c'est un jeu pour les places, il n'y a plus d'idéologie, il n'y a plus du tout de programme. Porque, de forma geral, os jornalistas denunciam a falta de ideias, a falta de renovação das ideias dos homens políticos, dizendo que a política é muito mais uma questão de palanque. Mais également, on s'aperçoit que les journalistes sont les premiers à poser des questions sur qu'est-ce qui va gagner, qu'est-ce qui va remplacer un tel, est-ce que vous êtes disputés entre vous, en quelque sorte, à laisser de côté aussi les problèmes programmatiques. Mas se nota também que os jornalistas são os primeiros a negligenciar os aspectos programáticos quanto das entrevistas, onde eles querem estar interessados em saber quem vai ganhar, quem vai perder, quem sucede quem brigou com quem liderou outro partido. Ou seja, eles não se interessam, em primeiro lugar, pelas questões do programa. Je crois que ça tient aussi au fait que, d'une certaine manière, pour retenir l'attention d'une partie de la population qui n'est pas politisée, on ne peut pas parler effectivement de toute une série de problèmes parce qu'ils sont non pas trop compliqués, mais ce n'est pas forcément des problèmes qui intéressent les gens. Il y a toute une série de choses qui n'intéressent absolument pas les gens qui ne sont pas politisés. E tem também um problema que é o fato que é o interesse de todo o público que não é politizado por uma série de assuntos que não são obrigatoriamente complicados, mas que não são do interesse dessa grande maioria de pessoas não politizadas. Então, é difícil que a mídia possa desenvolver esses temas. Je crois effectivement, par rapport à la question que vous avez posée en dernier lieu, il y a d'autres facteurs là. É claro que existem outros fatores em relação à pergunta que você formulou, eu apenas peguei 2 ou 3. C'est la question justement de la capacité d'action d'un certain nombre d'acteurs dans l'espace politique au sens large du terme, même s'il ne s'agit pas d'espace électoral. Mas existe também um outro ponto que é a limitação da capacidade de ação dos atores políticos. C'est-à-dire la concurrence qui est faite par d'autres acteurs politiques. A concorrência entre os homens políticos e outros atores políticos. Alors, vous avez parlé bien entendu des mouvements sociaux. Você falou naturalmente de movimentos sociais. Et puis il y a cette chose magnifique qui existe, on ne sait pas très bien ce que c'est. Bon, on a une espèce d'expérience de laboratoire sous nos yeux, c'est ce qu'on appelle la société civile. E existe essa figura maravilhosa que não se consegue exatamente definir e que é uma espécie de laboratório aos nossos olhos, que se chama sociedade civil. Et donc la société civile, si vous voulez, bon, d'une part, c'est quelque chose qui est beaucoup mieux évalué que le militantisme dans les partis politiques. A
a sociedade civil é algo que é muito melhor avaliado do que o militantismo nos partidos políticos. Alors effectivement, bon, il y a une opposition un peu sommaire qui est faite entre, d'un côté la société c'est bien, d'autre côté l'État c'est mal. Bon, c'est en tous les cas le discours qu'on entend néolibéral en Europe occidentale. Existe uma colocação que é o discurso neoliberal na Europa Ocidental, que é a afirmação, por um lado, de que o Estado não presta e a sociedade é ótima. Et donc ça veut dire que bien entendu le militantisme à l'heure actuelle, bon, dans un pays comme la France, ce que je connais mieux, qui est valorisé, c'est plutôt un militantisme de mouvements sociaux. O movimento, então, o militantismo que é valorizado, especialmente na França, que é o país que eu conheço profundamente, é justamente, ou são justamente os militantismos sociais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire justement sur les problèmes d'environnement. Questões do meio ambiente, por exemplo. Sur les problèmes d'identité, par exemple, effectivement, les identités homosexuelles, lesbiennes. A questão, por exemplo, das identidades homossexual, a identidade lésbica. Militantisme féministe. O militantismo feminista. Toute la défense également autour de ce qu'on appelle les SANS. S-A-N-S. E toda a discussão a respeito do sem com S. Les sans travail, sem trabalho, les sans logis, les sans droit, les immigrés qui n'ont pas de papier pour rester, etc. Os sem papéis. Et bien entendu, tout ce qu'on appelle la nébuleuse altermondialisation, que vous connaissez bien, puisque Porto Alegre est un nom qui est parfaitement connu dans le monde entier, et particulièrement en France. Esse fenômeno, então, muito bem conhecido aqui, que é a alta mundialização. Porto Alegre, por exemplo, é conhecido no mundo inteiro. Et donc, par exemple, je pense que tout le monde ici connaît la figure de José Bové, bien entendu. Même peut-être de Christophe Aguiton, ça vous dit quelque chose aussi, Aguiton? Oui, bien entendu. Et donc, ce sont effectivement des formes de militantisme qui sont beaucoup plus valorisées socialement, politiquement, notamment dans les milieux intellectuels, que les formes de militantisme politique. É tipo de militantismo que é muito mais valorizado, especialmente no campo intelectual, do que o militantismo político. Qui sont toujours considérés comme des militantismes avec une arrière-pensée de prise du pouvoir et d'exercice du pouvoir. Que na realidade são uma espécie de militantismo que sempre aparece como tendo pensamento por trás da sua ação política, que é a chegada ao poder e os interesses políticos dessa hora. Et donc, par exemple, en ce qui concerne les rapports entre les partis politiques et le mouvement social, ou les mouvements sociaux, comme on l'appelle. Falando da relação entre os partidos políticos e os movimentos sociais, como são chamados atualmente. L'une des peurs qu'ont justement un certain nombre de responsables et de militants de mouvements sociaux, c'est la peur de la récupération politique. Dos medos, justamente, dos responsáveis, dos atores políticos, é da recuperação política. Soit parce que vous auriez un responsable de mouvement social qui se présenterait aux élections, porque de repente o chefe de movimento social poderia se apresentar às eleições, poderia concorrer às eleições. Et par exemple, il a été question, mais il a refusé que José Bové, par exemple, se présente à des élections. Levantou-se a possibilidade, e ele recusou, que José Bové concorresse às eleições na França. Ou bien éventuellement qu'une organisation comme ATTAC, que vous connaissez aussi, je suppose. Ou que de repente uma organização como ATTAC se transforme en organisation électorale, par exemple. Transforme-se em uma organização eleitoral. Ou bien éventuellement que tel parti politique essaye, comme dans le passé, de se créer un espèce donc de réseau dans lequel il pourrait effectivement travailler et recruter des militants. Ou que alguns partidos políticos tentassem, como no passado, criar uma série de redes em que pudesse recrutar grande número de militantes. Je crois que c'est la grosse différence justement avec le gros système d'action, par exemple, du Parti communiste en France. E a diferença, por exemplo, em relação ao grande sistema de ação do Partido Comunista na França. Le Parti communiste en France dans les années 50, 60, 70, comme le Parti social-démocrate allemand d'il y a 100 ans, o Partido Comunista na França, que nos anos 50, 60, 70, assim como o Partido Social Democrate alemão há mais ou menos 100 anos, était lié à toute une série d'organisations sportives, culturelles, syndicales, associatives. Il y avait des fanfares, il y avait des clubs de sport, etc. Estavam ligados a toda uma série de atividades, clubes,
atividades culturais, havia bandas de música. Et on parlait du Parti social-démocrate comme un parti dans lequel on était du berceau à la tombe. E o Partido Social Democrata era partido em que se vivia do nascimento à morte, do berço ao túmulo. On était élevé dans des crèches social-démocrates. As pessoas eram educadas em creches sociais-democratas. Après, on allait dans une association de jeunesse social-démocrate. E depois iam para uma associação de jovens social-democratas. Après, on allait dans un club sportif social-démocrate, dans un syndicat social-démocrate. E finalmente num clube esportivo, num sindicato sociais-democratas. Et ensuite, on adhérait au Parti social-démocrate. E finalmente filiava seu partido. Avant d'être incinéré au crématorium social-démocrate. Antes de ser incinerado no crematório social-démocrate. C'est justement ce que ne veut plus du tout à l'heure actuelle. Donc, les responsables de mouvements sociaux et les responsables de partis politiques font très attention au fait de ne pas justement être considérés comme vouloir récupérer pour leur parti. Et quels sont les candidats? C'est plutôt le Parti communiste et également les groupes trotskistes en France. Un petit peu les écologistes, mais certainement pas le Parti socialiste. Le Parti socialiste, au contraire, au Forum social donc, européen, son stand a été détruit par les militants. Isso é o que acontece, por exemplo, com partidos como o Partido Comunista Francês e tudo mais. Todos os responsáveis têm muito medo de parecer estar agindo dessa forma, embora alguns partidos ainda contem com militantes assim, fervorosos, o que não foi o caso, por exemplo, do Partido Socialista Francês, na última eleição europeia, onde seu estande foi simplesmente destruído pelos militantes. O Fórum Social Europeu. Bien, je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci d'être resté encore si longtemps à m'écouter. Je vous rappelle que ceux qui veulent venir discuter avec moi, je tiens une permanence dans le bureau 230 de 10h du matin jusqu'à 18h. Et donc, je serai très heureux éventuellement si certains d'entre vous veulent prolonger le débat ou éventuellement me parler de leurs travaux, de leur donner dans la mesure de mes compétences, de mes possibilités, donc, et de quoi éventuellement continuer à réfléchir. Merci. Obrigado a todos. O professor lembra que continua à disposição de todos na sala 230, das 10 às 18 horas, para aqueles que quiserem prolongar o debate ou discutir um pouquinho dos seus trabalhos com ele. Ele vai ter prazer em receber. Pessoal,